Salut les amis. Je suis en compagnie de monsieur Jean Boucabeille. Salut Jean. Bonjour Fred. Alors Jean, en plus d'être un viticulteur des plus talentueux du département, c'est aussi un client très fidèle et je suis très heureux d'être ici sur ton domaine. Donc maintenant, explique-moi où est-ce que ça se situe. Alors bienvenue à la cave. La cave est située à Corneille-à-la-Rivière, sur la route entre Corneille-à-la-Rivière et Mias. Et elle est équidistante un peu de toutes les vignes que j'ai autour de Force-Aréal, c'est-à-dire à peu près 40 hectares sur terroir de schiste. D'accord. Et quel type de cépage tu as? Alors c'est les cépages traditionnels d'appellation que je cultive, donc du Grenache, de la Syrah, du Carignan, du Mourvèdre pour les rouges, et pour les blancs, du Grenache blanc, du Grenache gris, du Macabeu, de la Roussanne. Et Ouais, donc on fait à la fois des appellations d'origine contrôlée, mais aussi des IGP. Et il n'y a pas que de la vigne. Non, effectivement, je fais aussi de l'huile d'olive. Mais je dirais que je fais ça pour le plaisir et puis pour une consommation familiale et amicale. C'est une petite production. Sur le site de Force Aréal, historiquement, il s'est planté beaucoup de chênes lièges et j'ai perpétué cette tradition il y a 10 ans en replantant à peu près 500 chênes lièges qui ont bien tenu d'ailleurs, qui ont passé toutes ces années. Voilà, on arrive à bien situer le domaine. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est Jean. Et d'ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as basculé dans la viticulture? Eh bien, effectivement, alors moi je suis né dans les capitales au départ, parce que je suis né en Belgique, à Bruxelles. Après, j'ai fait mes études à Paris. Et quand j'étais à Paris, en fait, mon père a acheté une vigne dans le Roussillon, 12 hectares sur Force Aréal. Et donc, depuis 18 ans, je descendais régulièrement ici pour m'occuper un peu de la vigne pendant les vendanges, pendant les traitements, etc. Mais ça restait très distant quand même, hein. Je faisais quelques petites cuvées comme ça pour mon école. Bon, c'était. Mais à chaque fois que je revenais sur Force Aréal et à chaque fois que je revenais voir les vignes, je trouvais le site de plus en plus beau. Et donc pourquoi je suis devenu viticulteur? C'est parce que je trouvais un endroit magnifique. J'avais oublié à chaque fois à quel point c'était beau. Et à chaque fois que je revenais, je me disais, mais c'est quand même extraordinaire cet endroit-là. Et au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai abandonné mon métier qui était dans la banque à Paris et pour venir m'installer ici et faire une formation jeune agriculteur. D'accord. Donc ça a été vraiment un appel de la terre. Ah oui, vraiment. Et quasiment, c'est un appel de la terre et une contemplation, presque quelque chose d'esthétique, un endroit où je me sentais beaucoup mieux qu'en ville. Ouais. Allez, on est sur la terrasse panoramique de ton chai, avec une vue magnifique sur tes vignes, sur quelques vignes. Dis-moi Jean, quelles sont les dates clés de ce domaine Boucabeille? Alors je dirais que la première date, c'est les années 70, 1976 de mémoire, où le fondateur du domaine plante 12 hectares d'un seul tenant sur les coteaux de Force Aréal, à un endroit où les anciens cultivaient déjà la vigne, mais des terroirs qui étaient un peu oubliés au profit de la viticulture de plaine. Donc le fondateur, qui s'appelait Monsieur Cameau, plante des vignes sur Force Aréal. C'est un projet titanesque parce qu'il faut créer des terrasses, il faut clôturer par rapport aux lapins. Il y a beaucoup de schistes qui affleurent, donc c'est très difficile de planter à la main les cèpes, etc. Ensuite, c'est 1990, date à laquelle mon père, Régis Boucabeille, reprend ses vignes, les rachète. Ensuite, c'est 2001, date à laquelle je fais ma première vendange. 2003, l'année en tant que vigneron à la cave coopérative de Corneille-à-la-Rivière, parce qu'en 2001, on n'avait pas de cave. Donc cette cave là où on est n'existait pas. Ensuite, c'est 2003, l'année où je m'installe officiellement, après ma formation jeune agriculteur. Ensuite, c'est 2008. 2008 parce que je convertis je convertis le domaine au bio et je replante la vigne historique dont je parlais juste avant, les fameux 12 hectares. Donc c'est une année vraiment charnière. Et 2008, première vinification dans cette cave et construction de la cave, bien sûr. On se situe au pied de Force Aréal. Mhm. C'est emblématique dans le Oui. département, Force Aréal, parce qu'on le voit de toute la plaine. En quoi cet emblème a un impact sur ta vigne, sur ton vignoble? Qu'est-ce que ça apporte?
Alors Força Real, c'est vrai que historiquement, c'est connu pour être un site militaire de surveillance, avec un château qui a été construit au XIVe siècle. Alors le château a disparu aujourd'hui, mais avec les pierres du château, on a construit plus tard l'ermitage de Força Real, donc la petite chapelle qui est sur le haut de Força Real, et donc qui est toujours un lieu de pèlerinage. Historiquement aussi, Força Real, c'est un amer marin, c'est-à-dire que c'est un repère pour les marins et pour les pêcheurs sur toute la côte. Et effectivement, quand on observe la colline de loin, elle a une forme pyramidale avec une couleur sombre et donc elle est facilement identifiable, cette colline. Et ensuite, c'est vrai que Força Real, c'est entre Tête et Agly, donc c'est un point central, donc c'est proche de l'ancienne frontière avec le Royaume de France. C'est vraiment un point. Enfin, je suis toujours très. Quand je pense à cet endroit-là, je me dis j'ai vraiment de la chance de faire du vin sur un lieu aussi symbolique, aussi emblématique. Et ça m'inspire beaucoup dans ma façon de réaliser les vins. Donc aujourd'hui Et aussi. dans le nom des vins. Et dans le nom des vins, absolument, ouais. Alors on essaie de défendre ce site aujourd'hui en retapant les maisons de berger, les fameux oris, en essayant de le protéger contre les projets d'éolien industriel qui essaient de sortir de terre. Enfin, on essaie de conserver tout ce patrimoine, toute cette beauté du site. C'est pas facile, mais Et est-ce que ça a une influence sur la qualité de tes vins alors oui, absolument, parce que c'est un terroir très fort, un terroir d'altitude déjà, entre 150 et 400 mètres, une orientation exceptionnelle, est-sud-est, et puis ce fameux sol là, qui est perméable, qui est sec, qui est constitué de schiste, et qui souffre très très peu de la sécheresse. Contrairement à ce qu'on aurait pu Ce qui n'est penser, pas le cas de tout le monde en ce moment. ouais, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est plutôt les vignes de plaine qui ont souffert, avec des argiles qui se sont un peu refermées, alors que c'est les terres un peu plus perméables des coteaux ont bien résisté à la sécheresse et en fait, on commence à comprendre pourquoi, après ces années, on commence à comprendre pourquoi les anciens plantaient les vignes dans les garrigues. Bon, on est dans ce magnifique chai que tu as construit en 2008, c'est ça? Exactement, 2008, Voilà. ouais. Là, on est dans la zone de Vinification. vinification. Donc, on parle de vinification, mais il y a beaucoup de néophytes comme moi. Mhm. On n'est pas néophyte dans la dégustation, on est néophyte dans la compréhension du processus de création d'un vin. Donc, explique-nous les étapes du vin. Alors je comprends parfaitement et je compatis. C'est en fait quand vous lisez quelque part comment on fait un vin, en fait ça paraît très compliqué, on n'y comprend pas grand-chose. Mais en réalité c'est très simple et j'invite les clients de chez Henri à venir faire une vendange, participer à une vinification. Vous vous rendrez compte à quel point c'est assez simple comme processus. Alors c'est sûr qu'après il y a des techniques particulières, mais le processus basique il est vraiment simple. Donc, on plante. Alors, donc effectivement, Déjà, ça part de là. alors effectivement, au départ, il y a le raisin. Ouais. Il n'y a pas de grand vin sans bon raisin. Donc vous ne pourrez jamais réaliser un grand vin si vous n'avez pas des raisins sains issus de terroirs remarquables. Voilà, surtout en rouge. Okay. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le planter des vignes n'importe où. Quoi. Ouais. Et j'irai même jusqu'à dire que plus la vigne va souffrir, meilleur sera le vin. D'accord. Donc du coup, on plante le cep. Combien de temps avant de pouvoir récolter? Alors effectivement, ça dépendra un petit peu du sol sur lequel vous plantez, mais on va dire qu'il faut quand même compter 4-5 ans avant de pouvoir avoir une récolte satisfaisante. Ouais. Donc du coup, après, vient les vendanges. Donc les vendanges ont lieu ici dans le Roussillon entre la mi-août et la mi-septembre, à peu près. Vous commencez traditionnellement par les blancs et les rosés, et ensuite vous rentrez les rouges début septembre. Donc on a récolté les vendanges. Le raisin arrive, nous on cueille à la main, donc le raisin arrive en grappe entière, dans des cagettes ou dans une remorque. Ensuite c'est assez simple, ou vous faites un blanc ou un rosé, ou vous faites des rouges. Alors, en blanc et en rosé, ce que vous faites, c'est que vous pressez directement les raisins que vous apportez. Donc les raisins rentrent dans le pressoir qui est juste là. Et vous récupérez un jus
Donc si le raisin est blanc, ça va être un jus blanc. Si le raisin est rouge, type Grenache, Syrah, etc., vous aurez un jus légèrement coloré qui va vous donner le rosé. Et ce jus, vous allez le faire fermenter dans une cuve. Et vous écartez les pellicules de raisin. Ça, c'est la vinification en blanc et en rosé. En rouge, c'est le contraire. En fait, on va faire rentrer les grains de raisin dans une cuve et non dans un pressoir. Et on va faire une macération. Donc, le jus va macérer au contact des pellicules. Et donc, les pellicules vont donner au jus du tanin, de la couleur, des arômes et donc beaucoup plus de complexité que sur les blancs et les rosés. La vinification est assez rapide, finalement. Donc vous voyez que c'est très simple comme procédé. En blanc, en une semaine, vous pouvez avoir un vin blanc. En rouge, si vous faites une macération courte, si vous décidez de faire une macération courte, en une semaine, 10 jours aussi, vous avez un vin rouge, c'est-à-dire que vous avez un jus dans lequel tous les sucres ont été transformés en alcool. Alors ça ne veut pas dire qu'il est forcément bon à boire et à mettre en bouteille, mais vous avez déjà du vin. Et ensuite, effectivement, il y a l'étape d'élevage, de travail sur le vin, de soutirage. Et donc ça prend un peu plus de temps, ça se fait pendant l'hiver. Et l'élevage, vous pouvez faire 1 an, 2 ans d'élevage en cuve, en barrique, etc. Juste, on va dire, c'est de l'affinage avant une mise en bouteille. Donc du coup, dans le domaine Boucabeille, quelles sont les spécificités dans ce processus? On a parlé de vendange à la main, c'est ça? Vendange à la main, le terroir de schiste partout, c'est-à-dire c'est toutes les collines de Forçat Réal. Donc toutes les vignes que j'ai sont légèrement en pente parce qu'elles sont toujours sur ces collines autour de Forçat Réal ou sur Forçat Réal. Ensuite, c'est en cave, la spécificité, je dirais, c'est une vinification parcellaire. Donc on a une vingtaine de cuves et une centaine de barriques et ça nous permet de vinifier tel cépage qui appartient à telle parcelle dans une cuve spécifique. Et donc finalement, pendant la période des vinifications, on suit un ensemble de cuves, on les déguste, on les travaille, et ensuite ça nous laisse énormément de choix d'assemblage. Parce que j'allais dire, on n'a pas parlé de l'étape d'assemblage entre la vinification et... Oui, alors donc comme on fait des vinifications parcellaires, on garde vraiment une multitude de cuves le plus longtemps possible. Et ensuite, tout va se passer à la dégustation avec l'œnologue du domaine et on va voir, tiens, ce vin il est intéressant, il pourra aller par exemple plus sur la cuvée Bon Sauvage, ou ça va être plus un vin, une Syrah de garde qui ira sur les Oris, etc. Et c'est ainsi qu'on va petit à petit, avec le temps, avoir une idée de plus en plus précise des destinations des différentes cuves. D'accord. Et donc, après, on a là-bas, Ouais. si tu veux bien m'accompagner, on a les barriques. Ouais. Alors la spécificité du domaine, c'est d'élever le vin en barrique pour ces vins de garde Monténero et Oris pendant 1 an dans des barriques de 300 litres. De chêne français, donc en fait le chêne il vient du centre de la France. Donc ça c'est que du rouge. Du rouge, il y a aussi les oris blancs. D'accord. Alors l'élevage c'est quelque chose qui va nous permettre de laisser du temps au vin, c'est important. Ça va nous permettre aussi de travailler les tanins du vin, les enrober, les compléter. Et il y a plein de choses qui se passent dans la cuve. Voilà, c'est un peu un mystère. Il y a des échanges de tanins, il y a des échanges d'arômes, et ça nous permet comme ça de proposer après un vin qui a un bel équilibre et qui n'est pas trop sur la jeunesse non plus, parce que dans la barrique, il va se faire une légère oxydation. Parce que la barrique, elle est poreuse, à travers le bois passe de l'oxygène. Et donc cette légère oxygénation va faire évoluer les arômes et donner un peu plus de complexité. Alors présente-nous tes vins. Alors on va commencer par celui qu'on connaît le plus, notre best-of, notre best-seller de chez Henri, les terrasses. On va commencer par le rosé. Alors très bien, les terrasses, Régis Boucabeille. Donc Régis Boucabeille, comme vous le savez maintenant, c'est mon père, génération 1935, 90 ans, et qui participe toujours aux vendanges. Les terrasses, c'est en référence à la colline de Forçat Réal et à la vigne plantée en terrasse comme un Colli Urbanius. Donc tout ce qui s'appelle Régis Boucabeille au domaine, ce sont des vins qui ne sont pas élevés
en barrique. Donc c'est des vins qui sont mis en bouteille de manière assez précoce, quelques semaines, quelques mois après les vendanges. Il y a 4 terrasses Régis Boucabeille, il y a 2 blancs, un rosé et un rouge. Donc le rosé, il est fait de quoi? Alors le rosé, c'est un assemblage de Grenache et de Syrah, un pressurage direct de raisin rouge qui va donner cette couleur légèrement rosée. Le blanc. Le blanc, il est fait de Grenache blanc, Grenache gris et un peu de Roussanne. D'accord. J'ai La un- Roussanne. La Roussanne, c'est un cépage qui est autorisé en Côte-du-Roussillon, mais qui n'est pas vraiment originaire d'ici, puisqu'on va plutôt le trouver sur les Châteauneuf-du-Pape. Mais c'est un cépage qui apporte beaucoup à nos grenaches blancs, nos grenaches gris, et je l'ai planté en 2007 sur l'exploitation, et j'en suis très content, même si c'est une vigne qui souffre énormément. Mais plus ça souffre, meilleur c'est. Voilà, c'est ça. Le rouge. Le rouge, alors le Grenache, rouge, bon ça c'est le classique, hein, Grenache, Syrah, parfois un peu de Mourvèdre. C'est un vin sur lequel on va faire une macération pas trop longue, parce que notre but c'est pas de faire un vin de garde, mais en même temps pas courte non plus. Et donc on va chercher un équilibre entre tanin, acide, alcool, fruits et épices. Ouais, un vin très facile à boire. Donc le deuxième blanc, l'Alexandrie. Alexandrie. Alors Alexandrie, comme Un son petit nom peu plus fruité, quoi. ne l'indique pas, c'est un muscat sec. Mais bon, vous savez, pour pas faire peur aux gens, je l'appelle Alexandrie. C'est un peu plus mystérieux. Et puis c'est en hommage à Alexandre le Grand, voilà. Et à la mythique ville d'Alexandrie dans l'Antiquité. Et donc, comme vous l'avez compris, c'est 100% muscat d'Alexandrie. Et en faisant ce vin, je cherche à faire un vin très fruité. Une vraie découverte, hein, pour ma part. Ouais, Ouais, et belle découverte. qui se prête bien à l'apéritif. Alors, il n'y a pas de sucre résiduel, donc c'est vraiment un vin sec, mais je trouve que c'est un vin qui peut même remplacer un cocktail pour commencer une soirée. Expérience domaine Boucabeille et non pas D'accord. domaine Boucabeille. C'est pour signifier que voilà, on essaie de vraiment travailler dans la direction du sans sulfite et en garantissant l'absence de sulfite dans le vin. Et que c'est notre objectif principal et qu'on ne va pas chercher à faire des vins de garde, on ne va pas chercher à faire tel ou tel type de vin. C'est vraiment un vin destiné à ceux qui s'intéressent à ce genre de démarche. Ok. Donc, rêve d'amour. Alors, Rêve d'amour, c'est un. Alors, tu commences par le blanc que j'ai fait après les 2 rouges historiquement, parce que je Ouais. pensais jamais faire un vin blanc sans sulfite, parce que c'est très compliqué d'arriver à réaliser un vin blanc. Il y a toujours le bouquet à l'abeille. Hein. Il y a toujours le bouquet l'abeille, ouais. Donc ce vin blanc, il est composé de quoi? Et ce vin blanc, il est composé de grenache blanc principalement chaque année. Il est vinifié en foudre. Et vinifier un vin blanc sans sulfite, c'est compliqué parce que les sulfites aident beaucoup pour la conservation des arômes, pour empêcher que des défauts s'installent dans le vin. Et, et certaines années, ça peut être très compliqué de réussir un vin blanc sans sulfite. Et donc il y a quelques techniques que j'ai réussi un peu à mettre en place pour aller vers un bon vin. Mais il faut avouer que c'est beaucoup plus difficile qu'en rouge. D'accord. L'améthyste ou le bon sauvage? Alors, on pourrait commencer par l'améthyste, qui est donc un vin sans sulfite de macération courte. C'est-à-dire que je le pense un peu comme un vin blanc ou comme un vin rosé. Quand je fais rentrer les raisins en cave, je vais faire une macération très courte. Et d'ailleurs, je vais même travailler sur plusieurs contenants avec des macérations très courtes, voire des pressurages directs. Et ensuite, c'est un vin sur lequel je vais choisir la couleur. C'est-à-dire que l'assemblage sera fait en fonction de la couleur que je souhaite obtenir. Et, et ensuite, il y aura une mise en bouteille assez précoce, comme il n'est pas protégé par les sulfites. Et le but de ce vin est de faire quelque chose de fruité, de très désaltérant. Un vin avec très peu de tanin, puisqu'il y a très peu de macération. Donc quelque chose de très glissant. Très bien à l'apéro avec l'Alexandrie qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup, le bon sauvage, Alors, le bon là, sau- c'est vraiment la tête du bouquet. Et de Ouais, l'abeille. alors le bon Du sauvage, de l'abeille. ouais, alors le bon sauvage, c'est vraiment le roussillon sans sulfite, j'ai envie de dire, mais le roussillon un peu culturel. C'est-à-dire que souvent dans les vins sans sulfite, vins nature, on a des vins qui sont légers, effervescents, avec très peu de structure. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté Il y a ce effervescent. côté, dans ouais, le- ouais, ouais. Un peu glouglou comme ça. Mm. Et en fait, c'est un parti pris parce que on n'est pas obligé de faire comme ça. Donc là, je fais un vin sans sulfite de macération. Donc en fait, c'est un sans sulfite de garde. C'est
Certes, il n'est pas sulfité, mais il a une garde qui peut aller jusqu'à 10 ans parce que je macère, les raisins sont mûrs, il y a de l'alcool, il y a du tanin, il y a des épices. Ah, quand même Il y a de 10 ans en l'acidité. garde. Ah, sans problème, sans D'accord. problème. Ouais, ouais. Et donc voilà, c'est un vin de caractère sans sulfite. Allez Jean, on passe à la gamme de vins de garde de ton domaine. Donc on va commencer par le Montenero. Donc déjà, je pense que sur le nom, tu vas nous en parler. Oui, alors c'est un nom que j'ai inventé, hein, qui est tiré de Montagne Noire, vous l'avez compris, qui renvoie à Força Real, donc cet amer marin dont on a parlé, qui a cette couleur un peu noire quand on l'observe de loin. Cette couleur noire est donnée par les schistes et par la végétation sur Força Real et par l'exposition au soleil. Et donc le Montenero est un vin de garde à base de grenache noire, c'est-à-dire chaque année on met minimum 50% de grenache noire dans l'assemblage. Et l'idée, c'est de montrer voilà, des grenaches noires de garrigue, d'altitude, sur schiste, qu'est-ce que ça peut donner en garde. Et vous verrez, c'est intéressant parce que ces vins de garde, on pourrait dire la même chose des oryx ensuite, ils conservent une belle acidité sur terroir de schiste. Et on a des grenaches noires qui ne tirent pas tellement vers les vins doux naturels. Quand même, le grenache noir est quand même le cépage de base des vins doux naturels. Mais des grenaches noires, on a des grenaches noires qui apportent beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'épices, beaucoup de surprises comme ça. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau cépage. Alors bien sûr, il ne faut pas les cueillir trop tôt, ces grenaches noires, pour conserver cette acidité. Mais il ne faut pas les cueillir. Alors, il faut pas les cueillir trop tard pour conserver l'acidité, mais il ne faut pas les cueillir trop tôt pour quand même avoir une certaine complexité à la dégustation. Ok. Donc maintenant, on passe aux deux oryx. Alors, Donc le oryx rouge. Alors, les oryx rouges, donc en référence aux maisons de berger qu'il y a sur la colline de Força Real. La différence de Montenero, c'est que c'est une dominante Syrah. Voilà, donc c'est un vin de garde à base de Syrah. Donc ça va faire penser plus à des vins de la vallée du Rhône, des côtes-rôties, des choses comme ça. Là aussi, on ne cueille pas trop tard pour éviter la surmaturité et garder une certaine fraîcheur. La Syrah est un cépage qui va apporter beaucoup au vin rouge. Elle va apporter de la couleur, elle va apporter de l'intensité, des tanins et de l'acidité. Ce blanc, c'est un vin de garde à base de roussanne et de grenache blanc. Alors à l'époque, je voulais faire au moment de la création du domaine où il n'y avait pas de vin blanc de garde sur le domaine et je me suis dit tiens, ce serait quand même bien de faire un vin blanc de garde. Et je me suis demandé alors quel cépage choisir, comment on peut faire, etc. J'ai décidé de choisir la roussanne et j'ai planté une vigne en 2007 sur la commune de Millas, sur un terroir de schiste aussi. Et c'est une vigne qui aujourd'hui est en pleine vigueur, qui souffre également beaucoup de la sécheresse, mais qui apporte énormément à cette cuvée. Tout naturel. Rivesaltes Ambré. Le coup de cœur de ma femme. Ah, alors le Rivesaltes Ambré, effectivement, c'est le vin qui a fait connaître le département. Historiquement, on faisait beaucoup avec du macabeu. Du macabeu, on en a de moins en moins, parce qu'on privilégie plutôt le grenache blanc. Donc en fait, on le fait plutôt à base de grenache blanc aujourd'hui. Mais surtout, le Rivesaltes Ambré, en deux mots, c'est comme si vous vouliez faire un vin blanc. Sauf que vous cueillez les raisins un peu plus tard, avec plus de sucre. Et en cours de fermentation, au lieu d'aller au bout des sucres, d'avoir un vin blanc sec, vous rajoutez de l'alcool dans la cuve. Et cet alcool va contrarier l'activité des levures qui vont plus transformer le sucre en alcool et vous gardez le sucre du raisin. C'est pour ça qu'on appelle ça un vin doux naturel, parce que la douceur est naturelle, c'est la douceur du raisin. Et donc l'intérêt le Rivesaltes Ambré, sa grande force, c'est l'élevage long, puisque c'est des vins qui sont élevés, alors c'est 2 ans minimum aujourd'hui. Moi je les élève 3 ans en barrique, de façon à obtenir cette couleur de l'ambre. Et à obtenir cette complexité aromatique extraordinaire et cette persistance que vous connaissez. Toutes les bonnes choses ont une fin. Jean, je te remercie encore une fois pour ton accueil, pour ta gentillesse, pour cette pédagogie dont tu as su faire preuve avec nous, pour cette dégustation aussi. On s'est régalé, mais c'est pas que. On se revoit la semaine prochaine. En tout cas, merci. Merci Frédéric, avec plaisir la semaine prochaine, donc je crois que ça commence jeudi, donc je serai fidèle au poste jeudi. Je vous attends tous, amis de chez Henri, et j'espère que nous allons partager des bons moments ensemble autour de la gamme de vin du domaine Boucabel.
Et il y a, comme je vous l'ai montré, de belles découvertes, que ce soit l'Alexandrie, le Rivesaltes ambré, le Bon Sauvage aussi qu'on avait dégusté l'année dernière, et les Auris qui sont sublimes. Voilà, donc vous en savez beaucoup plus. Vous aurez bien sûr dans la description de cette vidéo toutes les coordonnées pour contacter le domaine, pour venir découvrir ce magnifique lieu et puis venir déguster avec Jean en plus personnalisé son bon vin. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo et toi Jean, je te dis à très vite.